tout le monde. Nous avons le plaisir ce soir de recevoir pour la deuxième fois Hillel Steve Thérion. La première fois, il nous avait parlé de la Kabbale. C'est un indice de sa culture très vaste. Ce soir, on passe plus aux questions qu'on pourrait appeler de culture et politique. Pour le présenter, il y a une formation en génie dans laquelle il a travaillé dans plusieurs endroits différents. Il a étudié à l'UQTR, l'Université du Québec à Trois-Rivières. Il a été militant étudiant à cette époque-là. Maintenant, il est plus militant au niveau politique avec le groupe autonomiste. À moins que ça soit changé, mais en tout cas, moi, c'est les informations que j'ai. C'est un père de famille. Attentionné, c'est très important d'aller voir la famille comme valeur pour. C'est un des côtés très positifs de son livre, Les litanies de la contre-culture. Donc, il va nous parler et qu'on peut se procurer ce soir et puis avoir l'autographe approprié. Alors, sans plus tarder, Hillel Steve Thérion. Merci tout le monde d'être présent ce soir. Merci Clément de me permettre la chance et l'opportunité de pouvoir présenter mon livre, mon petit bébé. Oups, vous m'entendez bien, oui. Donc, mon livre qui s'appelle Les litanies de la contre-culture, un essai contre la modernité. J'avais prévu de vous parler et de me présenter, ce que Clément a très bien fait par rapport à moi. Donc, effectivement, je suis ingénieur, puis philosophe par passion. Oui, j'ai mal tourné, je suis ingénieur. En fait, c'est pas tout à fait vrai. J'écris pas juste par passion, c'est vraiment un besoin que j'ai d'écrire, puis de réfléchir. Je me présente dans le monde moderne en cherchant un peu le sens, puis souvent, je trouve qu'il n'y a pas de sens dans le monde moderne, il y a le sens dans mon milieu professionnel. Où nous mène le monde moderne. Bref, je trouve qu'on est dans une notion de perte de sens. Donc, j'écris pour trouver du sens et de chercher des réponses. J'ai dédié le livre à la mémoire d'Yvon Pailly parce que je fréquentais régulièrement le Cercle Est-Ouest. Là, je suis au centre du Québec, au centre du Québec. Mais anciennement, j'étais à Trois-Rivières, donc je venais régulièrement au Cercle Est-Ouest, j'appréciais beaucoup. Et j'appréciais beaucoup la pensée et la rigueur intellectuelle d'Yvon Pailly. Donc, je trouvais de propos de dédier mon livre à sa mémoire. C'est quand même un des grands intellectuels qu'on a au Québec. On n'en avait pas beaucoup. Yvon Pailly, c'était un intellectuel, donc je voulais quand même reconnaître sa mémoire. Enfin, vous êtes un public, pour la plupart, je sais qu'il y a beaucoup de professeurs de philosophie ou sinon des lecteurs assidus parmi vous, donc je vous demande quand même une certaine indulgence à ce qui peut paraître pour l'arrogance de la jeunesse. Je vous présente le résultat de mes réflexions. C'est des réflexions au moment que je suis. Comme Foucault disait, et c'est un peu Foucault qui m'a encouragé à publier, il disait à un certain moment donné, à une critique qu'il y avait, j'écris pour plus penser, pour faire évoluer sa pensée. Une fois que j'ai écrit, je peux passer à quelque chose d'autre. Donc, c'est un peu Foucault qui m'a inspiré à reconnaître que la pensée est toujours approximative sur elle-même. Mon livre, ce n'est pas des réponses. Il est très cynique. J'ai eu des moments dépressifs dans ma vie. Il se reflète un peu dans le livre. C'est qu'est-ce qui, dans le monde moderne, est manquant. Puis c'est difficile de mettre des noms dessus ou mettre des mots dessus. De savoir vraiment, tout a l'air bien. C'est ce que j'appelle une paix vide. C'est elle manque de quelque chose, à la limite, elle manque même de conflit. Donc, le livre contient un certain cynisme. J'ai écrit d'autres choses qui devraient venir dans les prochaines années où il y a plus de réponses, mais pour l'instant, ça pose plus de questions que ça statue sur des réponses. Et si ça vous intéresse, si j'ai réussi à vous intéresser ce soir, ce qui est mon but, sachez que je fais des vidéos sur YouTube pour faire connaître mes idées. Donc, tapez Steve Thérion, vous devriez trouver mes vidéos. D'ailleurs, elles sont en lien là, dans la page du Cercle Est-Ouest.
évidemment pas. Enfin, comme je disais, mon problème, c'est la recherche du sens dans le monde moderne. C'est un peu ce qui a animé tout le livre. Le plan de match pour ce soir, le plan que je vous propose, ben, on a déjà passé l'introduction. Donc, ça serait de présenter le livre en gros, de parler du titre, qu'est-ce qu'il contient, puis à quoi il réfère, les grandes divisions du livre, donc les grands chapitres, le concept même de contre-culture, les éléments de la culture. On va faire avant de terminer, on va faire un retour sur la contre-culture avec les éléments qu'on va rétablir. J'ai sorti sur Wikipédia le terme contre-culture, c'est pas moi qui l'ai inventé. En fait, il vient de Theodore Roszak et il y en a un autre aussi, Winger, en 1982, qui avait parlé de la contre-culture. En ce qui concerne la culture, il y a plus de 150 définitions qui ont été répertoriées sur ce qu'est la culture. Donc, c'est ma réflexion, puis c'est ma proposition de ce qu'est la culture, la contre-culture, et comme on va voir. Donc, c'est le plan de match pour ce soir. Il y a une partie que je vais lire parce que c'est un sujet délicat, et je veux être certain que je ne dérive pas ou que ce soit bien compris. Je terminerai juste en disant que j'ai beaucoup de matériel, donc gardez-les. Si vous avez des clarifications, s'il y a des éléments qui sont compris, dites-moi là dans le processus. Mais sinon, on va attendre à la fin pour poser des questions, puis débattre ou avoir vos réflexions. Plus avoir vos réflexions pour débattre, parce que c'est quand même un sujet ouvert. Donc, on commence. Ma méthode d'écriture. Ma méthode d'écriture a consisté... Est-ce que tu m'as toujours, Nancy? Oui. Ma méthode d'écriture, je dois en parler parce que c'est important pour comprendre le livre. C'est quand j'écris, quand je lis, j'annote en marge, je critique mes livres, je fais une lecture vraiment active. Puis à un certain moment donné, ma copine, quand je suis tombé en arrêt de travail, elle m'a dit « T'es rendu à combien de pages de réflexion de lecture? » Parce que à un certain moment donné, j'ai mis sur Facebook mes réflexions. Parce qu'on ne se cache pas, Facebook, c'est un outil que les gens utilisent de façon grossière, mais c'est quand même un outil absolument extraordinaire de partage puis d'échange. Donc, j'ai créé un groupe où que je partage mes réflexions de lecture, ce que le livre me fait vivre. C'est un peu un processus dialectique entre ce que l'auteur a vécu, si on lit Cicéron, puis que présentement, mon vécu dans le monde moderne, le livre me parle de cette façon-là. Donc, j'ai compilé, j'ai écrit sur Facebook l'entièreté de mes réflexions, mes annotations, puis il y a quand même une cinquantaine de personnes qui me suivent présentement, ce qui est quand même intéressant. À un certain moment donné, ma copine a dit « Coudonc, t'es rendu à combien de pages de réflexion, de lecture? » Elle me pose toujours des questions comme ça. Quand je l'ai mis dans Word, j'étais rendu à 200-250 pages. On s'est dit que ça fait un livre, ou du moins ça fait un recueil de pensées. Étant ingénieur, ayant ce défaut-là, comme on l'a dit, excusez, j'ai créé une macro pour sélectionner les sujets, les thèmes. Par exemple, je savais que sur quelques livres, j'avais parlé de laïcité. Donc, la macro, ce qu'elle faisait, c'était d'aller sélectionner dans toutes les réflexions, point 199, laïcité, elle copiait, elle collait, puis elle ramenait tout au même endroit. Puis là, à partir de là, ben, je me rendais compte de l'idée générale qui en émergeait. Donc, c'est pas un traité, je pars d'une question, puis je le définis. En fait, ce serait plus une courte pointe, pour reprendre un terme que Christian a déjà dit, que ça s'est brodé en petits morceaux. L'idée générale, l'autre idée est venue se broder sur l'autre idée. Puis finalement, ben, j'ai eu un livre avec une pensée que je ne savais même pas que moi-même avais. Donc, c'est un livre synthétique et non un livre analytique. C'est déjà important pour le comprendre. Son processus d'écriture. Donc, les grands thèmes. On va avoir dans quel ordre j'ai dit? La culture, premièrement, qui va être un des thèmes. C'est le terme final parce que la culture ne m'apparaissait pas évidente. Qu'est-ce que c'était? Quand je lisais Rousseau qui parle un peu de culture contre la nature, comme supplément, puis Derrida en parle aussi d'ailleurs, ou Hobbes qui parle aussi du
du fait de nature, l'état de nature, la culture ne me paraissait pas nécessairement si évidente qu'est-ce qu'elle était. La nature, la contre-nature et la contre-culture comme sujet final. C'est les quatre grosses, pas grosses, c'est pas un beau terme, mais les quatre grandes divisions de mon livre. Et j'ai parlé que mon problème, c'était la perte du sens dans le monde moderne. Donc, la modernité est le premier sujet que j'aborde dans mon livre. Il y a des auteurs qui m'ont influencé davantage, j'en ai amené quelques-uns ici. Pour la culture, il y a Francis Yockey, qui est un livre très controversé, mais j'ai l'habitude depuis le cégep de lire un livre et son contraire. Donc, si je lis Marx, je lis Adam Smith, si je lis... j'essaie toujours de lire le côté adverse. Donc, quand je lis un livre de gauche, j'essaie de lire un livre de droite en même temps pour me faire une synthèse. Donc, Francis Yockey, qui était au procès de Nuremberg et qui avait écrit là-dessus, donc qui écrivait sur la perte de la culture occidentale. Hannah Arendt, évidemment, que probablement vous connaissez avec les origines du totalitarisme. Montesquieu, non seulement dans Grandeur et Décadence du peuple romain, mais de l'esprit des lois. Nozick, Robert Nozick dans Anarchie, État et Utopie, qui est quand même un livre important, je pense, pour parler de moralité de l'État, qui est un des sujets de mon livre. Dans la nature, il va y avoir Rousseau, Jean-Jacques Rousseau avec son contrat social. Hobbes, qui est un peu que la nature est nécessairement mauvaise, tous les hommes sont l'homme est un loup pour l'homme, tout le monde est en guerre fondamentale, donc, ou en guerre perpétuelle, et c'est l'État qui vient amoindrir la guerre. Lévi-Strauss, qui parlait aussi de culture versus la nature. Et Georges Bataille, dans un livre que je me suis, dans lequel j'ai vraiment plongé, je ne connaissais pas Bataille, mais je suis tombé sur l'érotisme de Bataille à un certain moment donné. Puis il parle du côté animal, de la sexualité. Puis je trouvais pour la contre-nature, souvent la contre-nature est reliée à l'aspect sexuel ou à une sexualité qui est réprimée. Donc ça, c'était quand même important. Au point de vue de la contre-nature, ben, il y a Judith Butler qui en parlait dans son livre Du trouble dans le genre. Il y a René Girard là, par rapport à la violence puis la structuration de la violence dans les sociétés. Enfin, il y a John McNeill, qui est un livre que Christian m'avait proposé de lire, qu'il n'avait pas lu lui-même. Et il parle beaucoup de la conception de l'homosexualité et il utilisait souvent le terme contre-nature, donc ça m'avait fait réfléchir à ce point de vue-là. Pour la contre-culture, l'auteur principal est Gramsci. Là, je vais prendre l'avance sur mon sujet, mais Gramsci, ça a été l'un des membres fondateurs du Parti communiste italien. Il a été emprisonné en 1927. Il a écrit la plupart de ses écrits en prison. C'est lui qui m'a le plus inspiré pour la contre-culture. Et c'est un peu lui qui a parlé le premier de... parce que vous savez, Marx parlait des oppresseurs, des opprimés au point de vue prolétaire et bourgeois, mais à un certain moment donné, le précurseur, c'est pas mal Gramsci, qui a juste ramené à oppresseurs et opprimés dans la culture, une culture dominante, donc oppressante par nature pour Gramsci. Évidemment, il y a Nietzsche, c'est un incontournable dès qu'on parle de philosophie, je pense. Enfin, Hannah Arendt et encore Francis Yockey qui se complètent. Enfin, pour la modernité, il y a quelqu'un qui n'est pas nécessairement une belle personne, mais je lis un peu tout le monde, j'aime être choqué un peu dans mes lectures parfois. C'est Ted Kaczynski, qui est le Dixit Lenomumber, c'est lui qui plaçait des bombes pour éviter l'avenue de la société industrielle. Puis ce gars-là, il y a comme 140, 150 de QI. Le gouvernement a fait des expériences sur lui avec le LSD et tout ça, puis ce qu'il disait n'a pas été pris en compte. Mais il disait la société industrielle, le gouvernement va faire des expériences sur nous autres. Dans le fond, il était juste en train de parler lui-même, mais il a écrit tout un pamphlet qui est la société industrielle et son avenir. Puis ça va quand même éclairer sur certains sujets. Si on commence avec ce côté-là, je vais le lire parce qu'il est un peu plus...
C'est la première conclusion du livre, en fait. Nous allons avoir ici deux conclusions générales du livre. Premièrement, les camps de concentration. On va lire la citation d'Hannah Arendt qui m'a fait réfléchir. Les camps de concentration, en rendant la mort elle-même anonyme, ont privé la mort de son sens en tant que fin de vie bien remplie. C'est Hannah Arendt qui l'écrivait dans les origines du totalitarisme. Elle dit bien d'autres choses, mais ce fut du moins une force à la réflexion pour moi. Première constatation qu'elle fait, c'est la théorie du scapegoat. Dans le fond, elle dit que les Juifs, dans l'histoire, ont souvent été pris comme des boucs émissaires. La question qu'on peut se poser, puis qu'elle pose d'ailleurs elle-même, c'est pourquoi les Juifs en particulier? Parce que si c'est un bouc émissaire, il peut être n'importe qui, en théorie. Donc il faut quand même qu'il y ait un élément différenciant qui le statue en tant que bouc émissaire privilégié. Nous allons le voir plus loin sur les causes de l'antisémitisme. On va en parler ce soir. C'est un sujet qui est délicat. Puis on va essayer d'en parler avec tout le respect pour les êtres humains qu'on peut. La notion qui distingue aussi le crime du vice, parce qu'elle dit que ce n'était pas le crime, c'était pas les actes qui étaient déterminants dans les camps de concentration, c'était l'être de la personne. Puis ça aussi, ça m'a fait réfléchir en fonction que c'était pas en fonction de ce que les Juifs, en tant que Juifs, avaient fait en tant qu'individu, mais en tant qu'abstraction. Donc le vice est plus associé à l'être qu'au faire, le crime. Et d'ailleurs, elle dit quelque chose d'intéressant là-dessus, c'est que les criminels avaient un meilleur statut que les innocents dans les camps de concentration, parce que les criminels étaient enregistrés, avaient une existence juridique, alors que les innocents, on pouvait le délimiter à être qu'un juif. Là, je mets en guillemets, parce que c'est pas ce que je pense, mais la pensée de l'époque. L'idée que les Juifs étaient persécutés indépendamment de tout acte, coupables d'aucun crime, mais constitués sous l'idée de vice, implique l'être complet de la personne. Ça m'avait fait réfléchir. C'est ce qui m'a frappé qu'on punisse en fonction de l'être social, et non en tant qu'individualité. Mais Hannah Arendt se trompe, à mon sens. Tout humblement, je ne trouve pas qu'Hannah Arendt se trompe, c'est quand même une grande intellectuelle. Lorsqu'elle dit et conclut au complot pour détruire l'individualité, la réalité est quand même tristement triviale, c'est que il n'y avait pas de complot des nazis pour détruire l'individualité des personnes. La réalité, puis ça c'est Viktor Frankl qui en parle, qui a vécu, c'est devenu un psychiatre qui a expliqué comment sortir d'éléments traumatisants, qu'est-ce qu'est le sens de la vie, comment retrouver le sens de la vie. Mais lui, il est devenu psychiatre, mais il a vécu les camps de concentration avec les éléments complètement horribles et humains dans lesquels il vivait. J'ai perdu mon idée. Bref, en tout cas. Pardon? Hannah Arendt, la destruction de l'individualité. Oui, c'est ça, exactement. Merci. C'était pas un complot pour viser à détruire l'individualité qui venait du gouvernement, mais qu'est-ce qui est plus triste, c'est que souvent, pendant le temps de la guerre, c'était laissé à des sadiques, à des gens, à des geôliers qui faisaient ce qu'ils voulaient avec les personnes sous détention. Et dans le fond, la réalité triviale, c'est l'horreur ultime. Ce n'est pas l'individualité qui était testée. Elle était plutôt restreinte pour constituer ou pour faire du juif seulement un juif. C'est-à-dire un être abstrait qui précisément n'a plus d'existence individuelle et qui doit systématiquement être indifférencié. Donc on cherche à purger la différence de l'individu pour qu'on ait à gérer un juif et non une personne. On y destitue sa qualité de personne. Ce racisme vulgaire qui aurait été limité dans la populace, parce que l'instinct raciste, si on veut, qui aurait été quand même de reconnaître une partie d'existence individuelle, n'existait pas quand on en parle sous le terme d'un fonctionnaire pour lequel il n'y a plus d'existence individuelle, mais ça devient une abstraction. Et le danger, c'est l'abstraction des personnes.
C'est vrai aussi sous Staline, qui a tué énormément de personnes, aussi, il ne faut pas l'oublier. Lui, ce n'était pas en fonction que vous étiez juif, c'était en fonction que vous étiez un bourgeois, un petit bourgeois ou un impérialiste, que vous étiez un sympathisant de l'impérialisme américain ou peu importe. Ce n'était plus Vladimir ou Dimitri que l'on assassinait ainsi, mais le petit bourgeois ou sympathisant impérialiste. L'horreur, c'est que ce ne sont plus des individus que l'on massacre, mais des entités abstraites. Précisément sans individualité que l'on fait disparaître. Arendt se trompe lorsqu'elle réfléchit en termes individuels sur la question, parce qu'elle dit que c'est un contresens à la raison commune, parce qu'elle réfléchit en fonction de l'individu qui n'a rien fait. Évidemment, c'est absurde. Mais si on réfléchit en fonction de l'être abstrait, ça fait du sens. On peut le comprendre. Maintenant, on ne peut pas l'excuser, mais on peut comprendre que la raison est faite en fonction d'un être abstrait et non d'un être concret. Comme attaque à la raison. C'est précisément en fonction d'un être abstrait, en fonction d'une race, que s'explique l'horreur des camps d'extermination. Cette abstraction de l'être, je lui ai donné le nom d'homme universel. C'est l'homme sans définissant, c'est l'homme complètement déterminé, plus rattaché à rien. Donc, comme on voit ici, j'ai mis l'individu abstrait qui est juif uniquement ou bourgeois uniquement, mais ça peut être aussi de supprimer l'être social. Et on va parler de masse, c'est-à-dire on supprime l'horizontalité entre les gens. Il n'y a plus de connexion entre deux individus. Ça, c'est une dérive possible. Et l'autre dérive, c'est de dire on élimine complètement l'individualité. Versus l'individu concret, qui est la personne dans son ensemble. La deuxième conclusion. Une deuxième thèse de mon livre qui a un intérêt pour comprendre l'ensemble, c'est que la nature ne s'oppose pas à la culture. Ce qui est généralement ce qui est proposé par plusieurs auteurs quand on lit Rousseau, la culture est un supplément à la nature et considère qu'elle est fondamentalement bonne. Parenthèse, pour la culture, le conflit, non c'est ça, elle ne s'oppose pas à la culture qui est ici. Là, je ne vois pas mon PowerPoint, je vais en mettre. Donc, ce n'est pas une opposition, ça c'est une conclusion à laquelle je suis arrivé. Dans la culture, le conflit est externe. C'est un peuple contre un autre, mais le conflit est pour interne. La nature, c'est une des choses qu'on va parler aussi ce soir, c'est que la nature s'oppose à la contre-culture, ce qui correspond à l'idée de civilisation pour un auteur comme Oswald Spengler. Je ne sais pas si vous connaissez, si vous le connaissez ici. Mais dans le fond, il a parlé du déclin de l'Occident, puis comment les formes avec les autres déclins civilisationnels qu'il y a eu. Donc, dans la contre-culture, dans la civilisation, le conflit est interne, il n'est pas externe. On en arrive au titre des litanies de la contre-culture. Premièrement, on va parler du thème, la contre-culture. La contre-culture, c'est on va amorcer un peu le sujet, c'est une négation. C'est la négation de quoi? Quelque chose qui serait la culture. Et on va le placer du côté du discours. C'est la négation d'un certain discours, d'un certain être. Les litanies. Les litanies, vous savez, c'est les longues prières dites monotones et répétitives. Donc, c'était quand même un peu pour être, en guillemets, un peu baveux, de dire que le discours actuel, parce que je relis quand même le fait que la modernité et la contre-culture vont ensemble, que le discours est répétitif et un peu ennuyeux de la contre-culture. En même temps, c'est un pied de nez, parce que, comme on va le voir plus tard, il y a l'aspect, dans l'idée de la litanie, il y a l'aspect de l'éthique ou du religieux, ou du moins du côté chrétien, qui est dans le titre. Donc, litanie, c'est ce que ça voulait dire. Fait qu'on place quand même la contre-culture dans l'idée d'une négation d'un certain discours. On commence à comprendre un peu mieux mon livre. La photographie sur la page couverture,
c'est l'émeute de Berkeley. L'émeute de Berkeley, je trouvais que c'était quand même représentatif de la contre-culture actuelle comme négation du discours. Dans le fond, c'est aux États-Unis, pendant le temps où Trump était élu, ou près d'être élu, il y avait un éditorialiste de Breitbart News qui s'appelle Milo Yiannopoulos. Je ne sais pas si je le prononce correctement. Mais bref, c'est une des personnalités LGBTQ de l'année 2016, il a été reconnu. Pour ceux qui le connaissent, c'est vraiment un personnage, il se définit comme un fondamentalisme de la liberté d'expression. Mais c'est un personnage qui ne se cache pas, qui aime choquer, qui aime provoquer, mais il dit des choses, notamment contre le féminisme, qui sur les campus a amené des émeutes. Puis il y a eu des pierres qui ont été lancées aux policiers, il y a eu des feux qui ont été mis à des palettes de bois. Sur les murs, il y a des gens qui ont écrit tuer les fascistes, mais les fascistes étant les pro-Trump. On commence à voir quand même qu'il y a une division sociale américaine, c'est quand même statutif de notre époque. Je ne veux pas statuer sur la politique ou le contenu de la politique actuelle, mais c'est quand même révélateur de notre époque. Comme une division sociale, il y en a une, on ne peut pas se le cacher. Enfin, ben, la conférence de Milo a été annulée par l'université. Donc, de plus en plus, puis là, c'est en train de se produire dans les universités à Toronto, puis tout ça, il y a des gens auxquels on n'accorde plus la parole parce qu'ils ne correspondent pas au paradigme social actuel. Donc, c'était quand même représentatif de mon idée de la contre-culture. Enfin, c'est un essai contre la modernité. La modernité ne me plaît pas, j'y trouve pas sens. Et grosso modo, c'est un peu la ligne directrice de ce livre-là. C'est comment trouver du sens dans le monde moderne. Et évidemment, ben, si je m'oppose à la modernité, c'est un peu que je l'associe à la contre-culture. Enfin, je ne peux pas ne pas parler de la maison d'édition Les Carnets de Dame Plume. C'était à une époque de ma vie où je n'étais pas prêt à être lu et je n'étais pas prêt à ne pas être lu. Quand j'ai appelé les maisons d'édition, ben, premièrement, il y en a qui ont des lignes éditoriales, puis ils vont corriger ou changer ou annuler des choses dans votre livre. Il y a d'autres endroits où il faut que vous payiez pour les non vendus. Il y a d'autres endroits où ils brûlent les non vendus. Enfin, ben, on perd des fois les droits sur notre livre et tout ça. Puis quand j'ai rencontré Réal et Ghislaine, j'étais un peu dans une période de ma vie où je venais de tomber en arrêt de travail pour dépression. C'est des gens extraordinaires, des gens positifs, et ils m'ont permis non seulement de publier un livre, mais de me faire croire à sa valeur réelle. Il tripait comme un enfant à le lire, puis à m'emmener, puis ben, j'ai vu ça dans le journal aujourd'hui, ça me fait penser à ton livre, puis c'est bien trop vrai, puis des fois on y allait pour aller porter les preuves, puis je suis supposé passer une demi-heure là, puis finalement j'en revenais à 5-6 heures parce que j'avais passé l'après-midi. Donc merci Réal, merci Ghislaine, c'est des gens positifs, extraordinaires, j'avais besoin dans cette période de ma vie-là, où j'étais gêné d'être lu, de me révéler en tant que penseur, si je peux me permettre. Ben, ces gens-là, ils ont cru en moi, donc c'est positif. Bon, on tombe aux grandes divisions du livre. Ben, premièrement, dans mes inspirations, il y a eu le carré logique qui est associé souvent à Aristote. Ben, Aristote en parle beaucoup dans les rhétoriques, donc c'est à structurer ma pensée. Il y a aussi Christian qui m'avait, sur une question, un débat à un certain moment donné, il a passé 2 ans à répondre à ma question en m'enseignant le structuralisme. Donc, merci Christian. Ça a été quand même ma deuxième source d'inspiration. Mais grosso modo, il m'a enseigné le structuralisme qui a beaucoup influencé ma pensée et qui est associé à Grémence. Donc, si ceux qui connaissent le carré logique, je ne sais pas si vous voyez le petit curseur, c'est évident, mais entre deux contraires, deux choses qui ne peuvent pas être vraies en même temps. Ils peuvent être les deux faux, mais ils ne peuvent pas être vrais. S'il y en a un qui est vrai, l'autre doit nécessairement être faux.
Les sous-contrats, les deux peuvent être vrais en même temps. Les contradictoires où s'il y en a un qui est vrai, l'autre est nécessairement faux. Et enfin, ben, le nom S2, le nom P, si on veut, implique A. Fait que si on a par exemple blanc, noir, ben, avant de passer de blanc à noir, il faut passer par un élément intermédiaire qui est non noir avant de passer à blanc. Puis ça structure beaucoup ma pensée, ça m'a beaucoup aidé. Mon livre ne serait pas le même sans cette conception-là. Donc, quand je disais, j'avais annoté, il y avait des thèmes sur la culture, il y avait des thèmes contre la nature, puis avec Lévi-Strauss, avec Rousseau, ben, j'ai identifié culture versus nature. Puis là, ben, avec Butler, je lisais sur la nature, la contre-nature, pardonnez-moi. Donc là, le terme de contre-culture que je n'ai pas inventé, mais qui me manquait dans ce carré-là, ben là, je ne plaçais plus en opposition nécessairement culture-nature, mais là, j'avais deux autres termes qui étaient contre-nature et la contre-culture. Mais si je ne voulais pas mettre en opposition la culture et la nature, ce qui est venu avec plusieurs réflexions, mais là, il faut lire le livre, je ne veux pas en débattre ici, il fallait que la contre-culture qui est une négation, donc je plaçais la culture comme affirmation, si la contre-culture est une négation. Et il fallait quand même que ce soit l'affirmation de quelque chose, donc c'était l'affirmation de la nature, ce qui est notre être, ce qui est intérieur, nos pulsions, nos instincts, et la contre-nature devenait le non-être, ce qui est extérieur à l'individu. Une première conclusion qu'on pourrait dire, c'est que la contre-nature n'est pas un fait de la nature, mais de culture. L'opposition entre les deux. Et souvent, comme j'ai dit tantôt, c'est la sexualité qu'on qualifie de contre-nature parce qu'elle est réprimée par la culture ou par la contre-nature, la contre-culture. Les deux sont possibles, on va le voir, ce ne sera pas tellement long. Donc, si on refait les flèches, là, on a la nature, qui est l'être. La culture deviendrait l'affirmation de l'être, l'affirmation de ce qu'on est. Et la contre-culture deviendra en opposition avec la nature. Et la culture devient nécessairement un être social, c'est une affirmation entre plusieurs individus. La nature peut être plus individuelle, c'est mes instincts, mais bref, c'est l'affirmation de tous les instincts, c'est quelque chose de positif. Parce que si on qualifie toujours que la culture est en opposition avec la nature, on n'en sort jamais gagnant. Puis ce qui me dérangeait dans Rousseau, c'est si on qualifie que la culture si on sort de l'homme de l'équation, de la société de l'équation, on fait juste enlever l'homme, fait qu'on enlève la question même. Donc l'opposition de Rousseau me dérangeait. À un moment donné, j'ai commencé à réfléchir à la culture en fonction de la culture comme impliquée par la nature. Et là, la culture devenait devient non contradictoire à la contre-nature. C'est-à-dire que la contre-nature est possible dans la culture. La culture peut statuer comme étant contre-nature, mais c'est généralement la contre-culture qui va supprimer une partie de l'être qui va être plus extérieure. On commence à définir des termes de cette façon-là. Là, on brodait, on positionnait sur le concept. J'évoluais vers ce concept-là de plus en plus. Donc, affirmation sociale, ça va être affirmation de l'intérieur. On parle d'un certain ethos. C'est un élève de Derrida qui avait utilisé ce terme-là. Je pense qu'Aristote l'avait utilisé aussi. Donc, je trouvais qu'il correspondait bien à mes idées sur ce qui est affirmé, c'est l'intérieur. Donc, d'une certaine éthique, d'une certaine valeur qui est affirmée ou affirmative. Donc, la contre-culture, parce que si la culture est une affirmation, et la contre-culture étant la négation de cette affirmation-là, c'est de se dégager d'une certaine forme de contrainte sociale. Donc, on est vu comme une émancipation ou comme une libération par ceux qui sont plus attachés à la contre-culture. Et enfin, la contre-nature, supprimant l'être, ce qu'on a dit avec Hannah Arendt, avec l'homme universel et l'homme abstrait,
ça vient de la contre-culture. Parce que pour pouvoir nier quelque chose, il faut d'abord qu'il soit affirmé. On ne peut pas nier à partir du néant. Il faut donc que le chemin soit de nature à culture, la culture soit niée par la contre-culture, et la contre-culture doit nier quelque chose, donc elle doit conduire à un certain non-être par son côté négateur. Donc il y a un chemin logique dans le processus. On en arrive au concept de contre-culture. J'ai un petit extrait de mon livre, il faut quand même que je me plug. Page 19 et 20. Je n'aime pas la modernité et je ne dois pas être le seul. On y marche comme des cadavres sur un rite effréné, simplement pour consommer, mais ne plus rien produire par soi-même. Les mesures de contrôle sont de plus en plus énormes. Le premier syndrome, à mon sens, de la modernité est la perte de la foi. J'ai parlé de l'éthos tantôt. C'est-à-dire l'adhérence intellectuelle et non la bête acceptation à des concepts moraux et transcendants, qui n'est jamais raison au sens d'un raisonnement cohérent fondé sur une argumentation des concepts et une réflexion honnête, mais sur le supposé fait objectif, sur l'abolition du monde intérieur, sur la suppression des instincts, le non-être. La culture étant l'affirmation des instincts de l'intérieur, la contre-culture, c'est le contraire, c'est la suppression des instincts. D'une certaine manière, la modernité l'impose depuis le système industriel, en rendant l'homme d'abord instrumental, puis inutile. Elle impose un nouveau type de pouvoir normé, standardisé dans un monde technique qui exige des corps de profession. Une éducation supérieure, d'abord technique pour faire fonctionner les machines. On a besoin d'ingénieurs, de réparateurs, de techniciens, mais aussi dans un second temps, un cadre humain pour faire fonctionner l'homme dans la machine, comme une pièce. On a besoin de médecins, de psychologues, de psychiatres pour adapter l'homme comme outil, comme pièce de la machinerie, multipliant les normes et diminuant à la fois l'autonomie et la liberté individuelle. Le contrôle de ce système est d'autant plus pernicieux et prône d'autant plus les qualités que les hommes, en tant que pièces de machinerie, ils sont substituables. C'est la substituabilité humaine qui devient triste dans la modernité. Il n'y a plus rien de l'artisan et de son sceau unique. L'homme y est anonyme, puisqu'il est considéré en quantité par statistique brute, l'ennemi étant indéfini, contre qui se battre maintenant. L'État n'est pas le seul instrument de pouvoir, tout comme dans l'usine, le pouvoir comme le reste y est divisé pour que plus personne exactement n'ait le pouvoir intégral, plus personne de responsable, plus de têtes à couper. C'est l'ère de la multiplication des tyrans, les frères, les sœurs, les mères comme fonctionnaires. Nous vivons dans le totalitarisme de l'ennui. Donc là, je pense que j'étais... 5 minutes. Donc, je vais finir mon extrait. Alors, c'est dans une atmosphère professionnelle qui n'exige plus de pensée morale, parce qu'on peut supprimer la morale, si les individus sont substituables, les morales sont substituables aussi. Mais un credo particulier, une atmosphère où la source du pouvoir est dans la technique, c'est-à-dire dans le monde universitaire. Que la contre-culture corrode le plus la culture. La contre-culture est une négation. Ainsi, ceux qui attaquent au nom de la justice sociale ne prêchent souvent jamais par l'exemple. Ils ne prônent pas ce qu'ils disent par des gestes d'aide réelle à ces gens qu'ils disent opprimés. Ce qui démontre d'abord que sous les couleurs de la diversité ou de l'égalité, leurs discours sont en réalité haineux et appellent à la censure tout discours qui leur sont opposés. Les universités, ces lieux où l'esprit devrait s'élever et élever la masse, sont devenus des lieux de perdition où la machine a fini de consommer l'esprit des hommes. Voulons-nous toujours de la culture? C'est quand même une question. Allons-y plus crûment encore, voulons-nous encore de l'homme? Depuis la modernité, c'est-à-dire depuis la révolution industrielle et avec elle la montée du capital et conséquemment de la bourgeoisie, les nations, et d'autant plus les nations occidentales, tendent à disparaître au profit d'un nouveau type d'homme que j'appellerai l'homme universel. On en a parlé tantôt. Un être sans attache, un être abstrait, dont le définissant est la perte du sens. Un être que l'on prépare à un mondialisme sauvage, assujetti aux grands capitaux. Je suis un capitalisme convaincu si les règles du jeu restent les mêmes, sous un même État. Le capitalisme ouvert est libéral et je m'y oppose. Nous nous dirigeons à vive allure vers un État mondial sans qu'aucune politique locale n'ait encore su satisfaire ou surmonter le bonheur humain. Il faudrait, au préalable à cette monstruosité globaliste, réussir ou échouer localement
plutôt qu'affronter la catastrophe globalement. L'ONU s'en vient là-dessus, dans d'autres documents de l'ONU, on peut voir un certain programme qui tendent à cette abolition des morales. Je vais couper, ce sera bon moment. Donc, extrait. La contre-culture, nous l'avons dit. Est-ce que c'est ça? Le concept de contre-culture. Maintenant que nous avons étudié les grands thèmes et déterminé ces notions de base, poursuivons avec l'honneur de la guerre avec la contre-culture comme concept. Nous allons débuter par un extrait, donc ça je viens de le dire. L'auteur qui a le plus influencé sur la contre-culture à part Nietzsche, c'est Antonio Gramsci, le membre fondateur du Parti communiste italien. C'est un intellectuel marxiste, puis ses travaux menés principalement pendant ses années d'emprisonnement. Dans ses livres, il parle du fait de la constatation d'une résistance des prolétaires à embrasser le communisme. Devant le communisme, Marx disait que dans le matérialisme historique, que tous les prolétaires allaient embrasser le communisme, que c'était inévitable dans le matérialisme historique, mais ce n'est pas ce qui est arrivé. Antonio Gramsci, devant cette constatation-là, il disait qu'il y avait trois raisons principales dans le livre qui est là, qui est ici aussi. Il y avait trois raisons principales. L'attachement des gens pour leur famille, pour leur patrie, donc au nationalisme par extension, et pour la religion, pour leur Église. C'est les trois choses qui faisaient en sorte qu'on ne tournait pas vers le communisme. C'est donc un peu lui qui a amené la guerre marxiste sur le terrain de la culture pour détruire, saboter, critiquer la famille, le père notamment, la patrie et la religion. C'est un précurseur, je vais prendre un petit peu d'eau pour ça. C'est un précurseur de l'école de Francfort et des autres modernes qui s'y rattrachent. On peut penser à des auteurs comme Althusser, Marcuse, Derrida qui a été un élève qui est tourné autour de Althusser, Adorno, Habermas, et je classerais même Simone de Beauvoir dans une certaine extension parce qu'elle réutilise beaucoup de sémantique marxiste dans ses écrits. La famille, on peut le comprendre, le père est attaqué sous le couvert du féminisme, par exemple. Mais pas tout le féminisme, il y a des contestations qui sont légitimes, mais une certaine vague de féminisme, il faut dire. Financée au départ par des organisations communistes. Le nationalisme, sa négation, c'est le multiculturalisme. Et la religion par la laïcité. Enfin, il y a le matérialisme aussi, qui est souvent dans la littérature marxiste. Puis ça, je m'en suis rendu compte par opposition à Francis Yockey. Qui serait que tout s'explique par la suppression de l'intériorité. C'est un peu comme ça que je le définis. Le matérialisme étant qu'il n'y a que l'extérieur ou qu'il n'y a que les objets, que le matériel. Althusser en parle, Lénine en parle, c'est dans la conception marxiste, mais dans le fond, on oppose la conception matérialiste à spiritualiste, faute d'un meilleur terme, mais ce qui est interne, le vécu interne versus il y a juste l'extérieur. Le matérialisme, c'est la négation complète de l'intérieur. Pendant mon sens de Gramsci pour le déni d'intériorité. Pourtant, la réussite de ce renversement culturel, parce qu'on est quand même là-dedans, n'est que partiellement attribuable, je pense, à ces penseurs. Elle est poussée par des intérêts plus économiques, mais le produit demeure. Ce qui était important pour moi intellectuellement, c'était le concept de négation. Pour ces 3 ou 4, si on inclut matérialisme, caractéristiques culturelles. L'idée de contre-culture américaine est celle d'une période pendant la guerre du Vietnam. Notamment qui visait une contestation, l'idée de contre-culture pour les Américains, c'était une contestation contre l'establishment, les institutions américaines. L'idée implicite est donc que la culture est liée à ces institutions. Tu sais, si on se réfère à l'idée de contre-culture, on peut commencer à réfléchir puis diminuer la quantité de termes qui est définie pour la culture en fonction de notre idée de la contre-culture. Ça nous aide quand même à la statuer si on a une idée meilleure de ce qu'est la contre-culture. On définit en même temps qu'est-ce que la culture. Donc on avait l'idée de l'institution ici. On pouvait donc, à partir de Gramsci et de Yockey et du concept de contre-culture à l'américaine, attribuer certaines caractéristiques à ce qui définit profondément la culture. C'est donc étrangement d'abord la contre-culture qui m'a permis de clarifier mon idée de la culture. On peut donc dire
ainsi conçu, a comme caractéristique de parler de la... Ouais, c'est ça. Hop, oui, on le voit. Okay. Donc, on peut donc dire que la culture ainsi conçue comme caractéristique de la possibilité du commun. Dans un groupe déterminé, du rapport d'un être précisément à un autre être. Fait que, on a dit tantôt que c'était nécessairement quelque chose de social. Pour être affirmation, parce qu'on n'a pas de culture en soi, on a une culture qui se transmet, donc c'est nécessairement social. Donc, qu'est-ce qui constitue les unités possibles entre les êtres? Le côté, là, je vais utiliser le terme religiere, ce qui relie deux êtres. Je ne vais pas faire de blasphème. Mais l'idée, qu'est-ce qui relie deux êtres ensemble? On peut penser, ben, là j'ai mis dans l'être individuel, c'est de son intérieur. Mais il y a le sol, premièrement, ben, on vit sur un même territoire, on est tous québécois parce qu'on vit sur un même territoire. Le sang, venir des mêmes ancêtres ou de la même famille, avoir le même père, c'est quand même un élément commun qu'on a qui nous identifie. Ça constitue notre être social, si on veut. L'État, on vit sur le même État, sous la CAQ présentement. Le côté économique, être sous un même marché avec la même monnaie, c'est un élément commun aussi entre les êtres. Et le côté idéologique, soit concernant la conception de la vie, le paradigme social ou son éthique, les deux sont possibles, mais on va le classer sur idéologique, ce qui est enseigné. Ce qui constitue l'individu, donc, ce qui va le définir, c'est l'ensemble de ces deux constituantes-là. Sa personne, comme on a vu que dans les camps de concentration, c'est ça qu'on visait à détruire, mais on le détruisait au complet pour qu'il soit seulement le sang, mais la caractéristique des gens devient une partie intérieure qui est son essence, puis par accident, son être social. On va parler de, si on nie ces éléments-là, qui est comme définissant de la culture, ben là, on va avoir notre idée de la contre-culture de ces éléments. C'est à peu près les mêmes éléments que Montesquieu discutait dans Déclin et grandeur de l'Empire romain, que je retrouvais là-dedans. Donc, la négation de l'intérieur, on l'a dit tantôt, c'est le matérialisme. La négation du territoire, le fait d'être dépossédé de toute terre, ça a été un des facteurs de déclin pendant l'Empire romain, c'est quand les riches venaient s'approprier toutes les terres des gens, ben, c'est l'urbanité, c'est le fait d'être dépossédé d'un endroit qui vous appartient pour vivre. C'est l'idée de Spengler aussi que j'ai appris là-dessus. La négation de la famille, de la même lignée, ben, c'est le cosmopolitisme, c'est le mélange des peuples. Là, j'en fais pas, je ne m'en réalise pas pour l'instant, je ne sais pas si c'est bon, c'est mauvais, c'est juste une constatation. Et par le féminisme qui contredit l'idée de la famille, par une certaine classe de féminisme. L'anarchie, qui serait la négation de l'État, le libéralisme qui serait la négation de notre marché unique, la couverture, on nie notre marché pour s'ouvrir sur d'autres marchés, et le multiculturel, là on distingue l'ethnie de la culture qui serait la pensée commune, l'idée commune, ou le paradigme commun, ou l'éthique commune, devient la laïcité ou le relativisme. Comme négation de notre éthique. Je ramène la phrase de Staline, qui est attribuée du moins à Staline, la mort d'un seul, c'est une tragédie, la mort de plusieurs, c'est une statistique, justement parce que quand il y en a plusieurs, ben, ça devient une abstraction et non plus une individualité. C'est beaucoup plus facile de tuer une abstraction, une idée, que de tuer un être humain. Donc, c'est pas nécessairement beau comme terme. Un petit point, c'est si, parce que ça peut être un de ces éléments-là qui va le toucher, mais pas nécessairement l'entièreté. Une des choses qui peut être niée, c'est l'État, mais si l'État se préserve, mais qu'il reste juste l'État puis le marché unique, ben, il faut se rendre compte qu'il n'y a plus de barème éthique pour juger de l'État. Donc, la seule morale sociale qui peut prédominer, c'est la morale telle que définie par l'État. C'est la morale, comme Hobbes dit,
qui définit ce qui est moral. C'est l'obéissance à la loi. C'est là, je pense, une des erreurs de la primauté du droit, c'est qu'il n'y a plus de jugement moral dans une société qui perd son éthique ou son unité éthique pour juger de la moralité de l'État. C'est moral parce que c'est légal parce que c'est moral. Ça devient... Donc, comme je disais, c'est des signes de déclin pour Montesquieu. On peut dire que si c'est contre-culturel, ben, on s'oppose à quelqu'un, on s'oppose à la culture qui est dominante, à l'éthique, à l'unité qui est en place. Donc, nécessairement, c'est elle qui est originelle. C'est elle qu'on va nier. Donc, on peut penser contre l'affirmé ou contre le fort. La force étant définie par ce qui est capable d'affirmer son être, un certain vitalisme, si on veut. La contre-culture, on l'a dit, c'est une critique. Et dans la contre-culture posée comme on l'a aujourd'hui, il y a deux agonies, la morale et la vérité. Parce que tout est perspective. S'il n'y a plus d'unité paradigmatique, si on veut, ben, il y a plusieurs façons de voir le monde différentes. Donc, on tend à un certain relativisme sur le monde. C'est des tendances, là, c'est pas absolu, c'est seulement des tendances. Qu'est-ce qui arrive si on renie ce qui nous relie? Parce qu'on peut dire, ouais, on va vivre dans un monde beau et merveilleux si on nie ce qui est cause de tension, parce que ce qui est notre être commun est aussi cause de friction. Bien, c'est pas nécessairement la paix sociale qu'on va avoir, c'est la négation telle que proposée par l'ONU présentement. Mais on élimine les deux cercles. Donc, on perd l'horizontalité, on perd ce qui relie les gens ensemble, on perd l'essence de la signification sociale. On devient des gens séparés parce qu'ils n'ont plus rien en commun ensemble. C'est ce que j'appelle le collectif, une masse d'individus qui n'ont plus à se parler, qui n'ont plus d'affinité, versus le communautaire, des gens qui ont quelque chose en commun, qui ont un vécu commun, un paradigme commun. Donc, on revient à notre fameux tableau qu'on avait tantôt, entre la nature, la culture, la contre-culture et la contre-nature. On peut commencer à rajouter des éléments. C'est un peu comme ça que j'ai procédé. Mon idée n'était vraiment pas claire au début, mais je fais cheminer un peu dans mon propre paradigme. Donc, on a parlé, la contre-culture, c'est une négation d'un certain discours, premièrement. Donc, la rectitude politique, le political correctness qu'on fait aujourd'hui, bien, ça fait partie de la contre-culture. On s'oppose à ce qui est affirmé. La nature étant un certain vitalisme, la vie qui s'affirme. On a dit la citate précédente que c'était la haine du fort, donc un ressentiment contre ce qui est affirmé présentement, contre l'unité présente. Puis ça, c'est nécessaire qu'on ait une culture, dès qu'on a une société, il y a une tendance à passer de nature à culture dès qu'on est un être social. Donc, c'est la morale du ressentiment. Donc, la nature serait l'amour du fort. Puis là, on commence à reconnaître un certain auteur un peu moustachu, qui s'appelle Nietzsche, qui est l'amour du fort, puis de ces deux morales, la morale du maître, l'Übermensch, et je la trouve super belle, cette photo-là, et la morale du troupeau, la morale de l'esclave. Là, je trouvais que c'était quand même une belle représentation de paraître comme une victime, quand en fait, on s'oppose à quelque chose. On peut continuer. Donc, là où je pense que Nietzsche a tort, je suis quand même audacieux, là. Je dis que Hannah Arendt a tort, je dis que Nietzsche a tort sur quelque chose. En fait, c'est la nature, c'est pas la haine du fort. À la limite, c'est pas la haine du faible. À la limite, on en est juste indifférent, on fait ces choses, c'est la conception individuelle. Donc, je plaçais la protection du faible, l'amour du faible, dans la culture. La culture et la gestion de la violence. Et nécessairement, quand on y pense, ça fait sens, parce que si je veux protéger mon être social, je ne me protège pas juste moi. Je protège aussi ceux qui sont dans mon cercle ou dans mon définition sociale. Donc, on intègre une certaine masse de personnes. La culture devient protection du faible. Ce qui est le cas du christianisme, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, a quand même répondu à la question de la gestion de la violence.
Puis qu'est-ce qu'on fait avec les faibles? Qu'est-ce qu'on fait avec ceux qui sont incapables? Qu'est-ce qu'on fait avec ceux qui sont dépourvus, qui n'ont pas les fonctions, ou peu importe, le christianisme a quand même répondu à ça. Donc, je placerais le christianisme comme tout à fait culturel. Enfin, la contre-nature serait la haine des faibles. Parce que je nie l'existence de la personne. Je vais vers ce qui est le moins en position de se défendre. Donc, si ici, notre être intérieur est valorisé, qu'on a un certain vitalisme, on affirme culturellement ou socialement ce qu'on vit ou ce qu'on a comme instinct à l'intérieur de nous-mêmes, ben on travaille ou on vit ou on a une morale plus pour soi. Mais pour les autres, c'est plus notre être qu'on affirme, mais c'est l'être extérieur. Donc, on peut parler d'un certain parasitisme qui est de ne plus travailler pour soi-même, mais pour les autres, c'est une existence complètement aliénée. Et si on y va du côté de la pulsion, puis on nie le côté, on parlait du matérialisme, qui est la négation de l'intérieur, bien, tout ce qui reste, c'est la raison froide, c'est la raison peu. Puis pour la représenter, ben, j'ai choisi, influencé par Hannah Arendt. Est-ce qu'on reconnaît? C'est Eichmann, exactement. Qui disait, ben, moi j'ai juste fait mon travail, je suis juste un fonctionnaire, j'ai pris des gens au point A, puis je suis allé les faire tuer au point B. Puis pour lui, ce qui avait choqué, c'est que c'est la banalité du mal pour Hannah Arendt. Donc, l'être qui est complètement dénué d'intérieur, la raison froide, la raison logique, la raison pure, mais sans affirmation d'être ou sans protestation. C'est l'être sans contestation. Donc, culture, on peut aussi dire que, puisque c'est social, il y a une certaine idée de transmission, de tradition. On transmet en fonction de notre unité, on s'échange des informations, on devient de plus en plus commun ou unitaire. La contre-culture va être le rejet du vieux. Là, on peut penser un peu le modernisme, c'est plus bon, c'est up to date. Vu que c'est nouveau, ben, le vieux est plus bon. Il y a une tendance avec le postmodernisme et tout ça à détruire même les vieux bâtiments, détruire notre passé, faire une rupture au passé. Parce que si ici on est en transmission d'un à l'autre, transmission de filiation, ben, nécessairement ici on est en rupture de la transmission. Je trouve qu'on est pas mal là-dedans. Ça, c'est mon opinion personnelle. Et en fait, la contre-nature, ben, elle devient ahistorique. Parce que s'il n'y a plus de peuple, il n'y a plus d'éléments communs, s'il n'y a plus de communauté collectif, il n'y a plus d'histoire. Ça, c'est une des conclusions de mon livre. Il n'y a plus d'histoire. Oubliez l'histoire québécoise le jour où il n'y aura plus d'unité culturelle québécoise. Et là, c'est pas de détester personne, c'est juste des constatations. Dans la culture, vu qu'on affirme le commun, ben, c'est l'idée d'identité et de sens, la signifiance. Parce que pour que quelque chose soit signifiant, il doit être fondé sur la différence. Ça, c'est dans les enseignements du structuralisme. Mais aussi que ce côté-là, différent, cette différence-là, soit moralisée pour qu'elle soit signifiante. Donc, on a le sens qui apparaît avec la culture, mais dans la contre-culture, c'est l'altérité, c'est l'autre. On pense en fonction de l'autre. Donc ça récapitule les nouvelles morales qu'on peut penser. Donc il n'y a plus juste deux morales, comme Nietzsche disait, le Übermensch puis le Untermensch. Le Übermensch puis la mentalité de l'esclave. Mais comme on l'a vu, celui-là, je dirais que c'est le dernier homme tel que défini par Nietzsche, le Untermenschen, le sous-homme, puis la morale culturelle qu'on peut associer au christianisme. Je n'ai pas trouvé de nom. Si vous avez des idées. Donc, on passe aux éléments de la culture. J'en ai choisi deux ce soir. Là, je vais essayer de faire ça vite. Je pense que le temps est cool. C'est un de mes. J'ai à peu près 10 minutes. My God, ok, je vais en passer pas mal. Dans le fond, j'avais choisi deux sujets pour parler rapidement. Le sang, la filiation, c'est les deux sujets les plus controversés de la culture parce que j'avais quand même un malaise à dire, ben, tu sais,
l'idée raciale ou de la lignée extensionnée au-delà de la famille, parce que rasia, au sens étymologique, ça veut dire lignée. Donc, il y a quand même une certaine osmose génétique, si on veut, de filiation qui était un élément culturel. Ça me dérangeait quand même, puis ça, je l'ai travaillé, j'ai tout un chapitre sur les causes de l'antisémitisme, du racisme et tout ça. Le côté idéologique, l'éthos, la morale commune. Donc, j'ai choisi le terme démos pour parler de ça en fonction de Spengler qui utilisait ce terme-là, et l'éthos, comme on l'a vu tantôt. Je propose un autre plan de match. Ben, une carte des cultures, présentement, comme on l'a défini. On a proposé une définition de culture comme étant les éléments communs. Si on enlève l'état commun, parce que là, on aurait juste une carte des États, ce qui ne ferait pas sens, mais si on regarde ce qui fait le commun des individus, ben, j'ai proposé une carte des grandes cultures présentement dans le monde. Puis ça, j'ai regardé les statistiques là, de la prédominance religieuse, si de deux côtés étaient sensiblement pareils, puis dans le fond, il faut qu'ils soient définis dans une même unité géographique. Dès qu'il y a une rupture territoriale, je le définissais comme une autre culture. Étrangement, je suis tombé sur la carte de Samuel Huntington, qui est le chef des cultures. Et il en arrive à peu près semblablement, il y en a moins, là, mais c'est semblablement les mêmes unités culturelles qu'il trouve pour expliquer les conflits dans le monde. Puis, lui c'est un professeur de politique. Il disait qu'après la chute du Parti communiste, le monde était plus scindé en deux idéologies économiques très fortes, mais les conflits étaient entre plusieurs civilisations culturelles différentes, et je tombais à peu près sur les mêmes. Depuis que j'ai fait cette carte-là, je diviserais maintenant l'occidental en américaine et en européenne, pour la raison de la rupture territoriale dont j'ai parlé, puis parce qu'il y a plusieurs éléments qui sont quand même distincts entre l'Europe et l'Occident, entre l'Amérique. Donc ça sera une modification que je fais. La latino-américaine distingue de l'américaine. Autre chose, Samuel Huntington, il hésitait à classer l'Afrique comme culture, mais en fait, moi, je n'hésite pas, mais je me suis rendu compte, selon mon barème, que je ne vois pas une seule Afrique, mais il y aurait 4 Afriques. Il n'y a pas d'unité culturelle africaine, il y a 4 Afriques. Puis si on regarde là, ce qui se passe présentement, ben, par exemple, en Afrique occidentale, ils sont en train d'essayer de former une unité économique. Il y a des discussions présentement là, pour former, c'est vraiment délimité par ça. J'ai vu ça après avoir fait ma carte. En Afrique orientale, ben, ils sont en train d'essayer de fonder le Swahili comme communauté linguistique. Il y a une unité linguistique qui est en train de se former. Et l'Afrique du Nord, qui est principalement l'islam, la péninsule islamique. Samuel Huntington, il définissait une seule culture islamique, mais je pense que si on y va avec une rupture territoriale, ben, il faut aussi quand même diviser le Moyen-Orient, Israël et tout ça de la péninsule arabe. Ça forme une autre culture. Fait qu'il faut les distinguer. Là, il y en a d'autres. Et là, avant que vous disiez, oui, je sais, il manque l'Australie, quand je l'ai mal coupé, puis je m'en suis aperçu par après. Donc, c'est pas une erreur, c'est une émission. Et là, ça devient intéressant, parce qu'on a parlé de conflits, pas de conflits, mais d'unité culturelle, de regarder la carte des conflits dans le monde, versus, parce qu'on a parlé que la culture, c'est aussi une certaine éthique, une certaine valeur. Et quand on a un jugement, dès qu'on pose ou qu'on affirme une morale, ben nécessairement, on a un point de vue ou une perspective morale sur les autres cultures. Le fait d'être culturel, c'est de poser un regard évaluatif sur les autres cultures. Donc, et là, c'est presque un cas de friction sociale. Mais on voit que, mon Dieu, il apparaît par exemple, entre l'Occident et la latino-américaine, les zones limitrophes sont des zones en conflit. L'Afrique, on l'a défini en 4, puis à peu près tout, là, on a dit qu'il y avait l'Austral, donc à la limitrophe, il y a ici. L'occidental du Nord, ben, il y a ici qui est dans
conflit, on avait statué pour ici, ben, il y a ces deux-là qui sont en conflit. Donc, tous les points de jonction entre des cultures fortes deviennent des zones de conflit généralement. Parce qu'il y a un lien, une corrélation. Il y a 144 conflits ethniques présentement à travers le monde. Donc, cette conception-là de la culture permet de comprendre beaucoup de choses, plusieurs conflits dans le monde. Puis on veut proposer des pistes de solutions pour la paix qui sont plus réalistes que de penser que tous les hommes vont s'aimer du jour au lendemain. Ça, ce serait beau, là, mais... Donc, je crois que je vais terminer là-dessus parce que je voulais parler de qu'est-ce qui cause le racisme et l'antisémitisme, qui est quand même un des grands sujets de mon livre. Je pense que je vais avoir atteint ma limite. Donc, je vais m'arrêter là-dessus. Il y aura encore du matériel. Mais bref, c'est évidemment un bref survol de mon livre. Donc, si vous êtes intéressé, ma conjointe est en arrière, vous pouvez vous procurer. Tu as $20 payé. Donc, merci. La conférence. Puis, j'aurais voulu que tu nous donnes quand même une avant-goût de ce que tu aurais dit sur le racisme si tu avais Pour faire bref, merci de ton excellente question qui me permet d'ouvrir ce que je voulais parler. En fait, dans le livre, j'analyse un peu les causes de l'antisémitisme. Là-dessus, il y a Hannah Arendt, puis Hannah Arendt a parlé, c'était Mein Kampf à un moment donné, donc je suis allé lire Mein Kampf. Puis il y a des choses qui étaient concordantes, il y a des choses qui étaient discordantes, il y a des choses qui étaient proposées. Donc j'en suis arrivé à décoder certaines causes. Puis certaines causes, dont une qui... premièrement, il y a des j'en spécifie trois, dont les conditions historiques. L'Allemagne était la première qui était... la dernière qui a vécu l'embourgeoisement, la montée de la bourgeoisie. L'Allemagne a été une des dernières. Fait que la machine a transformé beaucoup le rapport social en Allemagne. Ça, c'est un des facteurs. L'économie qui tombait après le traité de Versailles, l'inflation absolument extraordinaire. On arrivait avec une brouette complète remplie d'argent pour pouvoir s'acheter un pain. 50% de chômage à un certain moment donné. Donc, il y a des conditions historiques qui ont poussé le fait français à l'ouest, et puis le fait bolchevique à l'ouest aussi, le fait que l'Allemagne était prise en étau. Il fallait qu'ils se militarisent entre deux nations qui avaient des trucs quand même différents. Mais ça, c'est pas suffisant pour expliquer l'antisémitisme en soi qui a été vécu Donc, l'autre point, c'est un peu dérangeant, mais c'est ce que j'en découle, c'est qu'avant qu'il y ait eu un antisémitisme, il y a eu un philosémitisme. Il y a eu, pendant une certaine période de l'histoire, des privilèges qui ont été accordés aux Juifs en tant qu'ils étaient Juifs. Ils finançaient les seigneurs leur accordaient certains avantages, puis ils les négociaient en fonction de leur race, et non en fonction de leur individualité. Donc il y a eu une certaine époque où, au contraire de l'antisémitisme, on accordait des privilèges, ou on dirait aujourd'hui des accommodements raisonnables, aux faits juifs. Donc, premièrement, une des causes de l'antisémitisme s'explique d'abord par le fait que les Juifs, en tant que culture, ont été une culture très affirmée. Ils se maintenaient en tant qu'unité ethnique et unité religieuse, parce qu'il y a les deux dans la question de l'antisémitisme. Et enfin, il y a la friction naturelle entre les deux peuples, un peu comme l'huile et l'eau. Tant qu'il n'y a pas de pression qui est trop extraordinaire, il n'y a rien qui se produit. Mais deux cultures ensemble, qui sont fortes, qui ont des ethos ou des jugements moraux différents, du moment où il y a des conditions historiques qui mettent la pression dessus, ça crée une pression. C'est comme mettre la pression sur le livre, et la force de friction va être encore plus grande. Donc, la force que je mets sur le livre, c'est les conditions historiques environnant les conditions de vie en Allemagne. Mais la friction, le fait que c'est les deux cultures ensemble qui créent une friction, mais il faut quand même qu'il y ait eu une affirmation culturelle préalable. Ce qui m'emmène au danger de faire des accommodements raisonnables présentement, parce qu'on fait un régime de privilèges, puis on est en train de reproduire les conditions historiques pour que le racisme augmente. On est en train de reproduire ça présentement.
les mêmes conditions pour l'inflation puis tout ça, mais il manque juste les conditions historiques pour qu'on dise, ben vous autres, vous bénéficiez de privilèges. Donc, en passant à faire de la discrimination positive, on fait quand même une discrimination, une certaine forme de racisme, quand on avantage les gens en fonction de leur sexe, en fonction de leur... on est en train de créer la contre-culture de la culture. Dans le fond, on est en train une culture va devenir la contre-culture d'un autre, donc ils vont rentrer en collision, comme on a vu avec la carte des conflits, mais c'est vrai à l'intérieur même des sociétés. Donc si on commence à fonder des régimes de discrimination à l'intérieur, on se prépare à ça. Et la solution à ça, c'est bien simple, c'est sous un même État, une fois qu'on a accueilli les gens, la même loi pour tous. Il ne faut pas qu'il y ait aucune annotation, sauf pour telle personne qu'on va privilégier, parce que c'est la porte ouverte aux mêmes conditions historiques. Donc ça, c'est un peu ce que je parlais. Puis ce à quoi ça amène, l'autre grande idée que je voulais apporter, c'est oui le danger du racisme et le danger de reconnaître l'aide sociale, le côté identitaire. Mais de l'autre côté, on a parlé que si on maintient juste l'État comme définissant de l'être, ben c'est un régime totalitaire vers lequel on s'en va. Ça, c'est l'autre danger. On devient des individus où le seul rapport commun est l'État, puis on est tous divisés, on n'a plus de contestation morale, on devient soumis à la moralité de l'État. Ça, c'est l'autre danger, de ne plus avoir de morale commune. Et Jordan Peterson, qui est quand même un professeur d'université, que j'apprécie quand même certaines choses qu'il dit, je suis d'accord. Mais il y a une des choses que je ne suis pas d'accord, puis c'est un des termes du marxisme culturel, de viser il appelle ça le radical individualism, l'individualisme radical, de ramener juste l'être humain. Fait que là, on devient avec un autre extrême où on nie plus la différence comme qu'on faisait dans les camps de concentration. Donc, quand il arrivait, il vous coupait les cheveux, il vous enlevait les dents, tout ce qui pouvait vous identifier comme étant un élément individuel, il coupait ça pour ne pas avoir à tuer un être humain, mais avoir à tuer une abstraction. Bien, l'individualisme radical, c'est de nier notre être social. Mais ça emmène au totalitarisme, c'est l'autre extrême. Il faut quand même trouver une façon de gérer notre rapport au conflit, mais ça aussi, c'est affirmé. Par exemple, on peut penser à Gandhi, la non-violence, c'est quand même un fait culturel. Si on veut être non-violent socialement, il nous faut une éthique qui considère notre rapport au conflit. Ça, le christianisme l'a fait. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'était quand même une proposition par rapport à la gestion du conflit. Gandhi, c'en est un bel exemple de non-violence culturelle, mais il y a un danger culturel au choc et au conflit, mais en même temps, il y a un danger à ne pas l'avoir non plus. Donc, il faut réfléchir, puis il faut que les intellectuels arrêtent d'avoir peur de la culture, puis qu'ils se réengagent dans la culture pour essayer de trouver comment en arriver à gérer entre les différentes cultures. Une question aussi. Oui. Oui? J'ai sursauté quand j'ai entendu la même loi pour tous. C'est pour ça que j'ai dit, bon sang, est-ce que ce n'est pas là la négation de la liberté? Et puis là, vous avez versé justement sur le danger du totalitarisme. Moi, en tout cas, je pense que la même loi pour tous, les accommodements raisonnables, c'est pas mauvais, parce que finalement, nous sommes tous des étrangers entre nous. Donc, il faut s'accommoder tout le monde ensemble, non pas brimer tout le monde. C'est pour ça que je suis content de vous avoir entendu parler sur le danger du totalitarisme. Merci beaucoup. Il faut se rendre compte, par exemple, avec les affaires indiennes, qu'on est en train de faire une politique raciale. Le Canada est fondamentalement raciste. Tu sais, le fait qu'on dise, parce que c'est pas parce que tu crées un régime de privilèges pour une race autre, ou une ethnie autre, faute de meilleur terme, le terme race est mal vu aujourd'hui, mais juste l'idée de lignée puis de constituante génétique, on forme quand même un régime de loi particulier en fonction de la race, il faut s'en rendre compte. À un certain moment donné, où le Canada rentre en guerre, ça a été le cas avec les Italiens au Québec. Quand il y a eu la guerre, il y a eu des pressions historiques, qu'est-ce qu'on a fait? Il y a eu des camps de concentration au Québec. On a mis les Japonais, j'avais une belle photo de ça en plus, à Trois-Rivières a servi de camp là, au Colisée.
pour les officiellement, mais grosso modo, les Italiens à l'île Sainte-Hélène ont été emprisonnés, les Japonais à Vancouver, à Petawawa. Il y a eu, je pense, c'est 25 000 Italiens ou Japonais qui ont été mis dans des camps de concentration au Canada. Donc, quand les conditions historiques ne sont pas là, quand il n'y a pas de pression sociale, il n'y a rien qui arrive. Mais la journée où on va avoir une pression sociale, on est en train de se constituer qu'on est deux peuples en clash. Donc, il ne faut pas faire de régime privilégié. Il faut que, sous une même société, on va apprendre sur le passé. Pas de privilège. Pas aucune notion de privilège. Il faut apprendre quand même sur le passé. Pardon? Comment on va faire? On a toujours un privilège quelque part. Oui, mais pas en fonction ni de la race ni du sexe. Je trouve que le loi générale... Donnez-y le micro, on n'entend rien. Excusez. Bon, je ne veux pas trop développer, mais... Non, c'est correct. En tout cas, moi, le Québec, je le vois vraiment qui se diversifie. Et les Autochtones, entre autres, enfin, j'ai travaillé 17 ans chez les Autochtones. J'ai un peu de misère avec ce qui se passe au gouvernement actuellement, parce que, comme vous dites, ils peuvent en faire un peuple qui est distinct, plus distinct qu'il l'est dans l'heure actuelle, à mon avis. Et puis par contre, nous, je dirais nous, tous ceux qui ne sont pas autochtones et qui ont été dans le Nord, parce qu'on vient de toutes les nationalités dans le Nord. Hein? Parce que moi, j'enseignais, il y avait 70 enseignants, puis il y en avait 35 de nationalités différentes, qui venaient de l'Europe, l'Asie, l'Afrique, l'Amérique, l'Océanie, les 5 continents. Alors, c'est juste pour dire que dans le Nord, les Indiens, même si on veut en faire une race, on veut leur donner des privilèges, c'est vrai que les Autochtones, à mon avis, ils n'ont pas eu assez de privilèges pour un certain temps, hein? Puis là, il faut leur en donner jusqu'à un certain point. Mais par contre, je généralise rien, parce que les Autochtones riches, il y en a plus que nous autres, et puis il y en a des pauvres plus que nous autres, et puis il y a la race moyenne aussi. Disons, les classes existent aussi, mais c'est sûr qu'on ne les voit pas toujours. Puis là, on essaie de les rendre visibles. Mais je peux vous dire qu'il y en a des gens extrêmement intelligents et débrouillards parmi eux. Ça, là, moi, je ne crains pas, là, parce que, en tout cas, c'est un petit peu essayer que quelqu'un, que ces nations-là soient plus dominantes à l'heure actuelle, qu'ils soient toujours plus visibles. C'est peut-être bon jusqu'à un certain point, mais il ne faut pas exagérer, parce que là, ce qui arrive, c'est que là, c'est le racisme peut-être qui va arriver. C'est ça qu'il faut faire attention. Parce que trop, c'est trop, puis assez, c'est juste assez. Ce que je veux dire, c'est que dans le fond, si on crée des régimes de privilèges, on crée un certain ressentiment vers l'autre aussi. C'est là le danger. Soit, on peut donner le pouvoir directement de gérer vos affaires, puis on reconnaît un même peuple, une même éthique, un même État. Fait que l'unité étatique. Et si on commence à fonder deux morales, deux peuples sous un même loi, on divise les gens, puis là, il y a un ressenti dans la population, puis on commence à le sentir au Québec. Puis là, les gens ne vont pas nécessairement dire, des fois ça va être par en dessous, la friction ne va pas arriver du jour au lendemain, mais on est en train de l'amorcer. Donc, moi, ce que je dis, c'est pas de dire ou de renier leur identité, tu sais, au pire qu'ils s'organisent, mais de ne pas faire de loi. Tu sais, par exemple, à la GRC, il y a de la discrimination positive où ils vont engager d'abord en fait que les minorités visibles, après ça, telle affaire, puis là, tu en arrives, toi, en tant que Québécois, avec le dernier saliste, puis finalement, ben, c'est un régime de discrimination négative pour l'autre personne. C'est pas plus juste. Donc, tu dis, regarde, on regarde même pas les noms, là. On engage en fonction des compétences, en fonction de ça, puis on regardera le nom après. Mais il faut que les régimes de loi soient les mêmes. Puis si on ne fait pas ça, on n'a pas de... C'est dans le contexte de l'intégration. Si on commence à faire des régimes d'exception, ben on va créer sur l'autre, parce que c'est toujours en fonction de l'autre aussi, un régime de jalousie.
puis de gestion, puis là, les frictions entre tout le monde commencent à... C'est-tu vrai que c'est ça dans ta culture? C'est-tu représentatif? Là, ça commence à créer certaines frictions, puis on est en paix, là, présentement. On manque de rien, on mange à notre faim, puis on commence déjà à avoir des frictions au Québec, il ne faut pas se le cacher. Mais on n'est pas en train d'intégrer comme il faut les gens, parce qu'on essaie tellement de valoriser qu'on dévalorise de l'autre côté. Donc ça c'est un danger que je vois au Québec. Là. Conclusion? Clément, non, je pense. OK. Conclusion, merci tout le monde d'être venu, de m'avoir écouté, d'avoir eu l'oreille attentive. Vous êtes quand même tous des gens intéressés par la philosophie, vous êtes un cercle de connaisseurs, donc c'était quand même intimidant un peu pour moi de vous présenter mes idées, puis il y a des sujets sensibles, mais vous avez été beaucoup bien accueillants et une bonne oreille, donc merci, vous avez été un public formidable. C'est parti! OK. Vas-y, Clément. D'abord, merci beaucoup pour l'exposé. Ça va pour le son? Non. Oui. Oui. Ah bon? Oui. Non, vous comprenez pas? Oui, on entend. OK. Bon, d'abord, merci beaucoup pour l'exposé. En commençant à lire, il y a une chose qui m'a dérangé. Habituellement, la modernité, on peut commencer ça avec l'humanisme, la réforme protestante, etc. Toi, tu insistes beaucoup sur la production, donc sur l'industriel, la révolution industrielle. Et là, c'est propre à toi, ça. D'ailleurs, toi, le travail, soit l'artisanat, soit le travail salarié dans la société capitaliste, toi, tu donnes beaucoup d'importance au travail, et à ce moment-là, c'est cohérent avec l'ensemble. C'est cohérent avec l'ensemble. Ce que j'ai beaucoup apprécié aussi, c'est ne plus opposer nature et culture. Ça, je pense que ça, c'est prometteur. On a trop vu de philosophie qui opposait nature et culture. Et dans la crise environnementale mondiale, il faut prendre conscience de notre unité avec la nature au lieu de voir nos pouvoirs de maîtriser la nature, dominer la nature, comme disait Kant, comme disait Descartes, comme j'apprenais dans tous les livres quand j'étais jeune, c'est toujours maîtriser la nature. Là, ça ne marche pas bien avec ce système-là, puis toi, tu ouvres la porte à une non-opposition entre nature et tout, c'est très bien. Enfin, je n'ai pas de question. Ça s'appelle un commentaire. Mais je peux revenir à ce que tu disais pour la modernité. En fait, c'est Gramsci dit la modernité et le régime de production ont quand même conçu un certain paradigme parce que dans le système éducatif, on ne vise pas juste à enseigner que la Terre est ronde, on vise quand même à produire un ouvrier avant tout. Donc, le système de production crée un paradigme utile au système de production. Donc, le système productif crée un paradigme social de façon à lier la machine. Puis, mon idée de la modernité est liée justement au rapport entre le travail et la machine, parce que soit qu'il y a le capital, ou soit qu'il y a le travail. Donc, je classe 4 phases distinctes je classe 4 phases distinctes, excusez-moi, historiques. Premièrement, il y a l'homme qui produit sans absolument aucune machine. C'est la période un peu préhistorique, là, si on veut. La morale est pleine, soit on travaille ensemble, soit qu'on ne travaille pas. Mais bref, tout le produit du travail humain est relié strictement à l'être humain. Donc il y a une relation directe entre le travail de l'homme et son produit. Ce qui fait sens complètement. On est créateur de son monde. La deuxième phase historique dont je parle, qui va avec une autre conception morale ou un autre paradigme social, c'est la phase artisanale. C'est-à-dire que là, la machine, on n'est pas encore à la phase de la machine, pardonnez-moi, mais à la phase de l'outil. Donc, l'homme se crée des instruments qui l'aident dans son travail. La machine, entre guillemets, est instrumentale de l'homme. Donc, la machine est une fonction de l'être humain. Ça crée quand même un autre paradigme. C'est quand même le code de l'artisan qui va créer la poterie.
dans la poterie, il y a la compétence de l'artisan. La machine ne fait pas l'ouvrage à la place de l'être humain. Puis on en arrive à un état, ce que j'appelle la modernité pour moi, c'est le moment, le rapport historique entre la machine et le travail. Ben, c'est là que la machine instrumentalise l'être humain. Donc c'est une inversion. C'est plus le cultivateur avec sa faux qui va dans le champ, puis le résultat de sa force, ce qui valorise l'individu. Mais c'est la machine qui prédomine, c'est l'être humain qui devient instrumental. Donc tout le système éducatif, tout le paradigme va changer aussi pour instrumentaliser l'être humain à la machine. Donc là, à partir de la modernité, ce que je définis comme étant la modernité, c'est la machine qui va définir le rythme de vie des êtres humains. Tu sais. Dans l'agriculture, on y va avec le lever du soleil, avec le coucher du soleil, avec la poule qui chante, avec la femme qui te demande de rentrer à la maison. Bref, ça c'était dans la phase agricole, dans la phase plus artisanale. Dans la phase moderne, bien là c'est la machine qui dicte son rythme, un peu comme dans les temps modernes de Chaplin. La machine a produit un rythme donné, bien, l'être humain, il faut qu'il suive ce rythme-là. Donc l'être humain devient conditionné par la machine. Enfin, bien, la dernière phase, qu'on pourrait dire post-moderne, bien, puis là je propose ça, là, mais dans le fond c'est là où on s'en va et je crains beaucoup, l'être humain devient plus du tout pertinent dans le système de production parce qu'on a automatisé. La machine c'est l'autre ultime, c'est l'autre spectre. Autant au début, il n'y avait aucune instrumentalité, mais présentement, la machine n'a plus besoin de l'être humain. Donc l'être humain devient superflu dans notre monde. Puis c'est ça vers quoi je crains qu'on s'en aille. Et si l'être humain devient superflu dans le monde, bien, tout ce qui reste à faire, c'est de devenir un consommateur. Consommer le produit de la société industrielle. Puis là aussi, on a un nouveau paradigme. Fait que c'est plus l'efficacité qu'on va rechercher, l'efficacité de la production, mais c'est le fait de consommer le plus. Donc, à l'heure environnementale, où les crises environnementales deviennent graves, ben, notre paradigme cherche à consommer le plus. Comme fait, les formes architecturales ne vise pas à l'efficacité, mais justement être le plus coûteuse au point de vue de l'énergie, au point de vue des structures, au point de vue, on cherche à consommer. On multiplie les inefficacités pour garder notre pacification sociale. Parce que l'autre choix, ben, c'est de faire comme Staline puis purger. Je vous remercie beaucoup de votre présentation de votre livre. Moi, j'aimerais savoir rapidement, j'ai 4 petites questions. Est-ce que ça, c'est une thèse doctorale? Est-ce que vous avez réfléchi là-dessus pour en faire une thèse doctorale? La deuxième, c'est à quel âge avez-vous décidé d'écrire et d'être lu, d'être officiellement lu? À quel âge que ça s'est passé dans votre tête? Parce que vous avez quand même un parcours, je pense, atypique, à partir d'un ingénieur qui devient, d'après moi, philosophe plus que technicien. Est-ce que c'est votre premier livre? Et finalement, considérez-vous votre livre comme le début de quelque chose ou s'il est terminé, fini? J'en reprendrai votre première question, François. Est-ce que c'est une thèse doctorale? Thèse doctorale, non. À un moment donné, j'ai été... dans le cadre de mes études universitaires, à un certain moment donné, j'ai été déçu par mes professeurs. Il y en a qui ont... J'avais inventé une machine pour calculer les corps coaxiales, les longueurs. Elle a coûté 40$ au lieu de coûter 1500$ comme ils font actuellement. La machine fonctionnait bien. Il y a des professeurs qui ont essayé de me voler mon invention, plagier carrément. J'ai travaillé à la recherche, à l'Institut de recherche en hydrogène. Il y a des trucs qui sont publiés des fois, mais c'est à peine si ont été observés ou l'observation est très douteuse, faute de meilleurs termes. Donc j'ai pas senti que c'était nécessairement des gens tout le temps intelligents qui avaient quelque chose à m'apporter. Donc j'ai dit, je vais quitter l'université, je vais aller travailler, je vais aller dans le milieu de l'ingénierie, puis je vais faire quelque chose de vraiment actif. Puis là, dans le monde professionnel aussi, j'ai été dessus. Mais bref, au début, j'avais hésité entre être historien et être philosophe, mais je m'étais dit que c'était pas payant, donc... donc, c'est ça. La deuxième question, c'était...
À quel âge j'écris depuis mes 16 ans. Maintenant que je me relis, c'était vraiment mauvais. Mais j'écris, ça fait vraiment longtemps. J'avais écrit tout un truc sur la connaissance de soi. J'avais un projet. Parce qu'en fait, j'ai commencé à écrire parce que j'avais une question précise. Je voulais trouver le système politique idéal. Puis finalement, j'ai commencé à essayer de décoder toutes les valeurs qui pouvaient juger de la politique. Finalement, j'ai commencé à écrire sur les valeurs. Là, j'écris sur une théorie de la personnalité, que ça devrait être mon prochain livre. J'ai écrit sur la connaissance de soi, mais je jugeais que c'était impubliable. Puis là, quand j'ai commencé à faire mes réflexions de lecture, c'est ma conjointe qui a dit « Hey, c'est le premier qui lisait ». Donc, qu'on peut comprendre qu'il n'est pas trop... Donc, c'est ça, il était comme plus accessible à une grande masse. Fait que quand je suis tombé en arrêt de travail, mon travail ne me satisfait pas parce que je trouvais que je n'apportais rien à... Des fois, on travaille pour le gouvernement, puis tu te demandes comment ça qu'ils sont capables de mettre leur bas le matin, tu sais. Puis là, il faut que tu ailles testiner avec eux autres. J'étais un peu déçu ou amer. Mais ma passion, c'était vraiment d'écrire. J'ai besoin d'écrire. Donc, là, j'ai travaillé quand je l'ai complété en arrêt de travail. Puis là, j'ai dit, bon, il faut que je sois publié. Puis ma copine qui m'a vraiment poussé, elle a dit, ouais, publie, je veux que tu publies. Fait que, mais là, j'étais comme pas prêt trop. Puis ça a été mon premier bébé. Mais il y en a d'autres qui s'en viennent. J'ai déjà des résumés de lecture pour le deuxième et le troisième. Le deuxième, mon titre, ça devrait être « Sympathie pour le crime ». Mais c'est comment trouver le sens de l'être humain dans le monde. Fait que autant celui-là, il pose des questions. Le deuxième, c'est comment retrouver un sens humain. Puis le troisième, là, c'est des pistes de solutions et des pistes de réponses. Donc, ça veut dire que si on vous donne des idées, vous allez les développer. Toujours. Les éclater. Oui. Puis la troisième, comme je disais tantôt initialement, bien, c'est... j'avais peur de publier parce que je voulais une pensée achevée. J'avais peur initialement de publier parce que je voulais une pensée achevée. Tu sais, voici la réponse. Puis finalement, c'est Foucault, dans une de ses entrevues, qui disait j'écris pour pas avoir à penser. Donc une fois que j'ai dit ça, je peux passer à autre chose. Puis ça, j'aimais ça, cette idée-là. Puis que regarde aussi, pendant qu'on était en vacances en Gaspésie, je lisais l'existence de Kierkegaard, puis je ne sais pas si je le prononce correctement, c'est quand même un nom suédois, mais il parlait que comment l'être humain est toujours un système ouvert, il n'est jamais fini. Et le fait de l'existence, c'est d'être un système ouvert, c'est pas d'être quelque chose de fermé, puis voici que mon existence est posée. On n'aura jamais la réponse définitive à l'existence, parce que c'est un régime ouvert. Je vois quasiment qu'un terme de thermodynamique, mais bref, c'est sur ces deux auteurs-là m'ont commencé à dire une pensée est toujours approximative d'elle-même. Où demeurez-vous? Au centre du Québec, à Sainte-Clotilde. Sainte-Clotilde, là. Oui. Vous connaissez Sainte-Clotilde? Oui. La conférence. Puis j'aurais voulu que tu nous donnes quand même un avant-goût de ce que tu aurais dit sur le racisme si tu avais quelque chose de... Pour faire bref, merci de ton excellente question qui me permet d'ouvrir ce que je voulais parler. En fait, dans le livre, j'analyse un peu les causes de l'antisémitisme. Là-dessus, il y a Hannah Arendt, puis Hannah Arendt elle parlait, elle citait Mein Kampf à un moment donné, donc je suis allé lire Mein Kampf. Puis il y a des choses qui étaient concordantes, il y a des choses qui étaient discordantes, il y a des choses qui étaient proposées. Donc j'en suis arrivé à décoder certaines causes. Puis certaines causes, dont une qui... premièrement, il y a des j'en spécifie trois, dont les conditions historiques. L'Allemagne était la première qui était... la dernière qui a vécu l'embourgeoisement, la montée de la bourgeoisie. L'Allemagne a été une des dernières. Fait que la machine a transformé beaucoup le rapport social en Allemagne. Ça, c'est un des facteurs. L'économie qui tombait après le traité de Versailles, l'inflation absolument extraordinaire. Là,
On arrivait avec une brouette complète remplie d'argent pour pouvoir s'acheter un pain. 50% de chômage à un certain moment donné. Donc, il y a des conditions historiques qui ont poussé le fait français à l'ouest, et puis le fait bolchevique à l'ouest aussi, le fait que l'Allemagne était prise en étau. Il fallait qu'ils se militarisent en deux nations qui avaient des trucs quand même différents. Mais ça, c'est pas suffisant pour expliquer l'antisémitisme en soi qui a été vécu donc, l'autre point, c'est un peu dérangeant, mais c'est ce que j'en découle, c'est qu'avant qu'il y ait eu un antisémitisme, il y a eu un philosémitisme. Il y a eu, pendant une certaine période de l'histoire, des privilèges qui ont été accordés aux Juifs en tant qu'ils étaient Juifs. Ils finançaient les seigneurs leur accordaient certains avantages, puis ils les négociaient en fonction de leur race, et non en fonction de leur individualité. Donc, il y a eu une certaine époque où, au contraire de l'antisémitisme, on accordait des privilèges, on dirait aujourd'hui des accommodements raisonnables, aux faits juifs. Donc, premièrement, une des causes de l'antisémitisme s'explique d'abord par le fait que les Juifs, en tant que culture, ont été une culture très affirmée. Ils se maintenaient en tant qu'unité ethnique et unité religieuse, parce qu'il y a les deux dans la question de l'antisémitisme. Et enfin, il y a la friction naturelle entre les deux peuples, un peu comme l'huile et l'eau. Tant qu'il n'y a pas de pression qui est trop extraordinaire, il n'y a rien qui se produit. Mais deux cultures ensemble, qui sont fortes, qui ont des ethos ou des jugements moraux différents, du moment où il y a des conditions historiques qui mettent la pression dessus, ça crée une pression. C'est comme mettre la pression sur le livre, et la force de friction va être encore plus grande. Donc, la force que je mets sur le livre, c'est les conditions historiques environnant les conditions de vie en Allemagne. Mais la friction, le fait que c'est les deux cultures ensemble qui créent une friction, mais il faut quand même qu'il y ait eu une affirmation culturelle préalable. Ce qui m'emmène au danger de faire des accommodements raisonnables présentement, parce qu'on fait un régime de privilèges, puis on est en train de reproduire des conditions historiques pour que le racisme augmente. On est en train de reproduire ça présentement. Les mêmes conditions pour l'inflation puis tout ça, mais il manque juste les conditions historiques pour qu'on dise, vous autres, venez ici, privilège. Donc, en passant à faire de la discrimination positive, on fait quand même une discrimination, une certaine forme de racisme, quand on avantage les gens en fonction de leur sexe, en fonction de leur... on est en train de créer la contre-culture de la culture. Dans le fond, on est en train une culture va devenir la contre-culture d'un autre, donc ils vont rentrer en collision, comme on a vu avec la carte des conflits, mais c'est vrai à l'intérieur même des sociétés. Donc si on commence à fonder des régimes de discrimination à l'intérieur, on se prépare à ça. Et la solution à ça, c'est bien simple, c'est sous un même État, une fois qu'on a accueilli les gens, la même loi pour tous. Il ne faut pas qu'il y ait aucune annotation, sauf pour telle personne qu'on va privilégier, parce que c'est la porte ouverte aux mêmes conditions historiques. Donc ça, c'est un peu ce que je parlais. Puis ce à quoi ça amène, l'autre grande idée que je voulais apporter, c'est oui, le danger du racisme et le danger de reconnaître l'aide sociale, le côté identitaire. Mais de l'autre côté, on a parlé que si on maintient juste l'État comme définissant de l'être, c'est un régime totalitaire vers lequel on s'en va. Ça, c'est l'autre danger. On devient des individus où le seul rapport commun est l'État, puis on est tous divisés, on n'a plus de contestation morale, on devient soumis à la moralité de l'État. Ça, c'est l'autre danger, de ne plus avoir de morale commune. Et Jordan Peterson, qui est quand même un professeur d'université, que j'apprécie quand même certaines choses qu'il dit, je suis d'accord. Mais il y a une des choses que je ne suis pas d'accord, c'est un des termes du marxisme culturel, de viser il appelle ça le radical individualism, l'individualisme radical, de ramener juste l'être humain. Fait que là, on devient avec un autre extrême où on nie plus la différence comme qu'on faisait dans les camps de concentration. Donc, quand il arrivait, il vous coupait les cheveux, il vous enlevait les dents, tout ce qui pouvait vous identifier comme étant un élément individuel, il coupait ça pour ne pas avoir à tuer un être humain, mais avoir à tuer une abstraction.
bien l'individualisme radical, ben, c'est de nier notre être social. Mais ça emmène au totalitarisme, c'est l'autre extrême. Il faut quand même trouver une façon de gérer notre rapport au conflit, mais ça aussi, c'est affirmé. Par exemple, on peut penser à Gandhi, la non-violence, c'est quand même un fait culturel. Si on veut être non-violent socialement, il nous faut une éthique qui considère notre rapport au conflit. Ça, le christianisme l'a fait. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'était quand même une proposition par rapport à la gestion du conflit. Gandhi, c'en est un bel exemple de non-violence culturelle, mais il y a un danger culturel au choc et au conflit, mais en même temps, il y a un danger à ne pas l'avoir non plus. Donc, il faut réfléchir, puis il faut que les intellectuels arrêtent d'avoir peur de la culture, puis qu'ils se réengagent dans la culture pour essayer de trouver comment en arriver à gérer entre les différentes cultures. Une question aussi. Oui. Oui? Ouais, j'ai sursauté quand j'ai entendu la même loi pour tous. C'est pour ça que j'ai dit, bon sang, est-ce que ce n'est pas là la négation de la liberté? Et puis là, vous avez versé justement sur le danger du totalitarisme. Moi, en tout cas, je pense que la même loi pour tous, les accommodements raisonnables, c'est pas mauvais, parce que finalement, nous sommes tous des étrangers entre nous. Donc, il faut s'accommoder tout le monde ensemble, non pas brimer tout le monde. C'est pour ça que je suis content de vous avoir entendu parler sur le danger du totalitarisme. Merci beaucoup. Il faut se rendre compte, par exemple, avec les affaires indiennes, qu'on est en train de faire une politique raciale. Le Canada est fondamentalement raciste. Tu sais, le fait qu'on dise, parce que c'est pas parce que tu crées un régime de privilège pour une race autre, ou une ethnie autre, faute de meilleur terme, le terme race est mal vu aujourd'hui, mais juste l'idée de lignée puis de constituante génétique, on forme quand même un régime de loi particulier en fonction de la race, il faut s'en rendre compte. À un certain moment donné, aussi le Canada rentre en guerre, ça a été le cas avec les Italiens au Québec. Quand il y a eu la guerre, il y a eu des pressions historiques, qu'est-ce qu'on a fait? Il y a eu des camps de concentration au Québec. On a mis les Japonais, j'avais une belle photo de ça en plus, à Trois-Rivières a servi de camp là, au Colisée pour les officiers allemands, mais grosso modo, les Italiens à l'île Sainte-Hélène ont été emprisonnés, les Japonais à Vancouver, à Petawawa. Il y a eu, je pense, c'est 25 000 Italiens ou Japonais qui ont été mis dans des camps de concentration au Canada. Donc, quand les conditions historiques ne sont pas là, quand il n'y a pas de pression sociale, il n'y a rien qui arrive. Mais le journée où on va avoir une pression sociale, on est en train de se constituer qu'on est deux peuples en clash. Donc, il ne faut pas faire de régime privilégié. Il faut que sous une même société, on va apprendre sur le passé. Pas de privilège. Pas aucune notion de privilège. Il faut apprendre quand même sur le passé. Pardon? Comment on va faire? On a tous, toujours un privilège quelque part. Oui, mais pas en fonction ni de la race ni du sexe. Je trouve que une loi générale... Donnez-y le micro, on n'entend rien. Excusez. Je ne veux pas trop développer, mais... Non, c'est correct. En tout cas, moi, le Québec, je le vois vraiment qui se diversifie. Et les Autochtones, entre autres, enfin, j'ai travaillé 17 ans chez les Autochtones. J'ai un peu de misère avec ce qui se passe au gouvernement actuellement, parce que, comme vous dites, ils peuvent en faire un peuple qui est distinct, plus distinct qu'il est dans l'heure actuelle, à mon avis. Et puis, par contre, nous, je dirais nous, tous ceux qui ne sont pas autochtones et qui ont été dans le Nord, parce qu'on vient de toutes les nationalités dans le Nord. Hein? Parce que moi, j'enseignais, il y avait 70 enseignants, puis il y en avait 35 de nationalités différentes, qui venaient de l'Europe, l'Asie, l'Afrique, l'Amérique, l'Océanie, les 5 continents. Alors, c'est juste pour dire que dans le Nord, les Indiens, même si on veut en faire une race, on veut leur donner des privilèges, c'est vrai que les Autochtones, à mon avis, ils n'ont pas eu assez de privilèges pour un certain temps, hein? Puis là, il faut leur en donner jusqu'à un certain point.
Mais par contre, je généralise rien. Parce que les Autochtones riches, il y en a plus que nous autres. Et puis il y en a des pauvres plus que nous autres. Et puis il y a la race moyenne aussi. Disons, les classes existent aussi. Mais c'est sûr qu'on ne les voit pas toujours. Puis là, on essaie de les rendre visibles. Mais je peux vous dire qu'il y en a des gens extrêmement intelligents et débrouillards parmi eux. Ça, là, moi, je ne crains pas, là, parce que, en tout cas, c'est un petit peu essayer que quelqu'un, que ces nations-là soient plus dominantes à l'heure actuelle, qu'ils soient toujours plus visibles. C'est peut-être bon jusqu'à un certain point, mais il ne faut pas exagérer, parce que là, ce qui arrive, c'est que là, c'est le racisme peut-être qui va arriver. C'est ça qu'il faut faire attention. Parce que trop, c'est trop, puis assez, c'est juste assez. Ce que je veux dire, c'est que dans le fond, si on crée des régimes de privilèges, on crée un certain ressentiment vers l'autre aussi. C'est là le danger. Soit, on peut donner le pouvoir directement de gérer vos affaires, puis on reconnaît un même peuple, une même éthique, un même État. Fait que l'unité étatique. Et si on commence à fonder deux morales, deux peuples sous une même loi, on divise les gens, puis là, il y a un ressenti dans la population, puis on commence à le sentir au Québec. Puis là, les gens ne vont pas nécessairement le dire, des fois, ça va être par en dessous. La friction ne va pas arriver du jour au lendemain, mais on est en train de l'amorcer. Donc, moi, ce que je dis, c'est pas de dire ou de renier leur identité, au pire qu'ils s'organisent, mais de ne pas faire de loi. Par exemple, à GRC, il y a de la discrimination positive où ils vont engager d'abord en fait que les minorités visibles, après ça, telle affaire, puis là, tu en arrives, toi, en tant que Québécois, avec le dernier salis, puis finalement, c'est un régime de discrimination négative pour l'autre personne. C'est pas plus juste. Donc, tu dis, regarde, on ne regarde même pas les noms, là. On engage en fonction des compétences, en fonction de ça, puis on regardera le nom après. Mais il faut que les régimes de loi soient les mêmes. Puis si on ne fait pas ça, on n'a pas de... C'est dans le contexte de l'intégration. Si on commence à faire des régimes d'exception, on va créer sur l'autre, parce que c'est toujours en fonction de l'autre aussi, un régime de jalousie, puis de gestion, puis là, les frictions entre tout le monde commencent à... C'est-tu vrai que c'est ça dans ta culture? C'est-tu représentatif? Là, ça commence à créer certaines frictions, puis on est en paix, là, présentement. On manque de rien, on mange à notre faim, puis on commence déjà à avoir des frictions au Québec, il ne faut pas se le cacher. Mais on n'est pas en train d'intégrer comme il faut les gens, parce qu'on essaie tellement de valoriser qu'on dévalorise de l'autre côté. Donc ça c'est un danger que je vois au Québec. Conclusion? Clément, non, je pense. OK. Conclusion, merci tout le monde d'être venu, de m'avoir écouté, d'avoir eu l'oreille attentive. Vous êtes quand même tous des gens intéressés par la philosophie, vous êtes un cercle de connaisseurs, donc c'était quand même intimidant un peu pour moi de présenter mes idées, puis il y a des sujets sensibles, mais vous avez été beaucoup bien accueillants et une bonne oreille, donc merci, vous avez été un public formidable.